Alors, bonjour à tous. Kwekwe, merci d'être avec nous. Je vais patienter une petite seconde encore pour que tout le monde puisse se connecter à l'audio. Kwe, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce dernier atelier, en fait, donc présenté avant l'après la clôture de l'événement. Atelier qui porte, bien sûr, vous l'avez vu, sur la recherche par, pour et avec les premiers peuples. Alors, il s'agit de tout un défi, en fait, que cette question de mener la recherche en pensant ses fondements. Normalement, les micros devraient automatiquement être sur mute. Si ce n'est pas le cas, peut-être simplement aller cliquer sur l'icône. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est tout un défi. On va le voir aujourd'hui à travers les différents intervenants qui vont se succéder aujourd'hui, des gens de très haute expérience, vos questionnements également en sous-groupe. Donc, les services d'interprétation simultanée vous sont offerts. Excusez-moi, il y a mon ordi qui m'indique que ma connexion n'est pas stable. Est-ce que tout le monde m'entend bien? À peu près. Alors, donc, ce que je mentionnais, c'est que les services d'interprétation simultanée sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à en faire usage si vous en avez besoin. Vous êtes maintenant ferré à la faire. Donc, cliquez simplement sur l'icône d'interprétation dans le bas de votre écran pour choisir la langue de votre choix. Une des présentatrices, une ou deux présentatrices aujourd'hui partageront d'ailleurs en anglais. Alors, si jamais vous souhaitez entendre la présentation en français, vous pourrez simplement cliquer sur traduction vers le français. Évidemment, comme d'habitude aussi, on vous invite, si vous avez des questions, des interventions à faire, à le faire par écrit à travers la fenêtre de chat. Alors, la rencontre, l'atelier d'aujourd'hui porte donc sur les enjeux liés à la recherche. On va nécessairement parler aussi un peu de gouvernance. Cette thématique fait suite aussi parmi les webinaires préliminaires que nous avons menés au cours de la dernière année. Vous avez peut-être vu sur le site web que nous avions eu en la compagnie de Suzy Basile ainsi que de Denis Gros-Louis, qui sont respectivement professeurs à l'Université du Québec en Abitibi-et-Témiscamingue, ainsi que DG au Conseil en éducation des Premières Nations, le CEPN. Et nos deux intervenants étaient venus partager sur ces enjeux liés à la place des premiers peuples dans la recherche et la gouvernance dans le milieu de l'éducation. Si jamais vous avez manqué ça, je vous invite à retourner sur le site du forum. On vient tout juste de vous mettre le lien dans la fenêtre de clavardage. Alors, si vous voulez souhaiter aller réécouter ça, simplement suivre le lien. Par ailleurs aussi, comme vous le savez, on a cumulé au fil de toutes ces rencontres, ces webinaires préparatoires, toutes sortes d'idées, d'outils, de références que vous trouverez cumulées là, sur le Padlet. On vous mettra également le lien, qui est une espèce de site sur lequel, un site contributif, si on veut, dans lequel vous avez été très nombreux à ajouter vos idées, vos ressources, vos outils dans les différents domaines qui sont soulevés dans le cadre de la démarche du forum. Bref, si vous permettez, j'aimerais aussi vous rappeler que nous avons dans chacun des ateliers des messagères qui viennent écouter, porter une oreille attentive à tout ce qui est partagé et qui, cet après-midi, seront appelés, si on veut, justement à venir repartager les idées qui les auront le plus marquées. Il s'agit de Mme Maryse Lassonde, excusez-moi, je vous cherche dans mon écran. Ah, voilà. Bonjour, Mme Lassonde, merci d'être avec nous. Maryse
Lassonde, qui est présidente du Conseil supérieur de l'éducation au gouvernement du Québec et donc qui est là pour ouvrir grand les oreilles à tout ce que nous partagerons. Donc, avant d'accueillir nos 4 invités panélistes, donc vous l'avez vu dans la programmation, donc sont Mélissa Saganache, bonjour Mélissa, Carole Lévesque, bonjour Carole, merci d'être là, Francis Véropol ainsi que Véronique Paul, bonjour à vous deux. Donc, je reviendrai tout à l'heure pour les présenter un peu plus en détail, mais avant tout, on a voulu vous faire entendre deux jeunes, jeunes Premières Nations qui sont dans la démarche doctorale. Il s'agit de Cindy Wild et Jedidat Matouche, respectivement Anishinaabe et Cri, et nous parler très brièvement pour 10-15 minutes de leur expérience dans le domaine de la recherche. Kwe Cindy, Kwe Jedidat, vous m'entendez bien? Oui. Génial. Alors, merci à vous deux d'être là pour cette première partie. Peut-être je vous inviterai juste dans une première, en 1 ou 2 minutes, peut-être nous expliquer qu'est-ce qu'a été vos cheminements respectifs là, à l'intérieur des institutions universitaires. En commençant par Jedidat. Yeah, so universitaire. So I began my bachelor's at Concordia University in sociology in 2011. In 2000, so I did my bachelor's in the sociology department 3 years. In 2014, I began my master's also in sociology at Concordia University. In there, I had my second son, so my master's took 1 year more than it was supposed to. So in 2018, I finished my master's in sociology. And then right away in 2018, I began my PhD. So my first 2 years were spent doing my classes. And in last April, I finished my comprehensive exams, which I passed with success. And now I've begun my thesis proposal and my research for my thesis, which hopefully I'll be finished in 2 years. On vous le souhaite également. On sait que c'est un processus qui peut être long parfois. Il faut un travail acharné pour souvent compléter ses études doctorales. Félicitations, en tout cas, merci Jedidat. Et peut-être du côté de Cindy également, peut-être nous expliquer brièvement tout ton cheminement scolaire. En fait, mon cheminement scolaire il est très, très atypique. Comme plusieurs Premières Nations, j'ai toujours travaillé et étudié à temps plein, donc je faisais comme je pouvais. J'ai abouti dans la recherche, par exemple, vraiment par continuité d'un besoin que j'avais. J'ai travaillé 25 ans dans les services correctionnels et j'ai toujours essayé d'identifier quelles sont les causes réelles de la surreprésentation carcérale des Autochtones dans le système, notamment par rapport aux femmes qui sont très marginalisées, on le sait dans l'histoire et tout ça. Donc, dans un désir de comprendre, en quittant l'organisation, je me suis dit, quelle meilleure façon de faire une recherche sur le sujet et j'ai décidé de faire mon doctorat sur le sujet et je suis arrivée comme ça dans le domaine de la recherche complètement green, vraiment, même si j'avais une maîtrise, c'était une maîtrise sans mémoire, donc j'ai vraiment pataugé fort pour essayer de m'intégrer à ce nouveau métier-là parce que c'est un métier, faire de la recherche, donc c'est ça, et je suis à l'UQAT et là je suis présentement en rédaction et terrain et tout ça, là. Tout en même temps, j'essaie de faire un peu de tout. Et je travaille aussi, je viens d'être nommée professeure à l'Université d'Ottawa aussi parallèlement, donc c'est ça. Toutes nos félicitations. Je pense que justement les jeunes et les Premières Nations, en fait, qui souvent arrivent et complètent leurs études de maîtrise et puis encore plus, à plus forte raison, doctorale, sont extrêmement sollicités. J'ai l'impression que les universités se les arrachent. Alors, à titre de Première Nation ou d'Inuit, selon vous, quelles sont
Les principales difficultés, en quoi est-il complexe, à titre de Première Nation d'Inuit, d'entrer dans une démarche de recherche telle que le proposent les universités, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat? Je peux peut-être y aller. Allez. En fait, moi, pour ma part, ce qui a été difficile, ça a été de trouver une personne qui me guiderait au niveau de l'histoire des Premières Nations, de tout l'impact de la colonisation, précisément sur les femmes. Comme je l'ai dit en introduction, on les sait très marginalisées dans l'histoire. Donc, pour moi, ça a été le défi premier, c'était de trouver quelqu'un qui me guiderait là-dedans. Puis ma directrice de thèse est arrivée comme complètement un hasard dans ma vie. J'ai vu un article qu'on annonçait qu'elle devenait directrice d'un laboratoire de recherche précisément sur les femmes autochtones. Donc, de là, déboulé toute mon intention de me présenter à elle, de lui partager mon projet de recherche. Puis, dès les premières conversations, ça a coulé. Je savais très bien qu'elle connaissait l'histoire de façon très profonde là, par rapport aux femmes autochtones, à la marginalisation, mais aussi en plus que j'aurais pu même espérer la relation avec le territoire, la culture, tout l'aspect identitaire et tout ça. Donc, moi, c'était ma première difficulté parce que j'avais tenté de faire mon doctorat dans une autre université peut-être 1 an et demi avant et ça avait été un échec parce que j'avais vraiment l'impression que les gens autour de moi, peut-être je suis mal tombée dans le mauvais programme, mais c'était en sociologie quand même, mais personne ne connaissait les réalités autochtones. N'importe qui j'en parlais, c'est comme si je parlais chinois. Donc, pour moi, ça avait été comme un choc. Puis je me disais, mais je peux pas. C'est certain que si je fais ma thèse d'ici, il va falloir que je me moule au système qui est là et je voulais pas ça. Moi, je voulais donner une parole aux femmes. Donc, il fallait forcément que je trouve quelqu'un qui comprenne la réalité que j'apportais. Merci. Alors, donc, c'est sûr que c'est ça, il y a un défi de compréhension mutuelle quant aux enjeux spécifiquement autochtones, surtout quand on travaille sur des enjeux autochtones, j'imagine que ça pose un défi de compréhension commune. De votre côté, Jedidat, quels seraient selon vous ces défis? Well, I think I'm fortunate enough that my supervisor has already conducted a lot of research on, I'm actually, earlier I didn't mention, but I'm not in sociology anymore. I'm in political science. And I'm pretty fortunate to have a supervisor who's already conducted a lot of research on Indigenous governance and politics. So I know he's going to be supportive with no matter what kind of methodology or theories that I choose. So right now, my struggle is more like an inner struggle as an Indigenous student who's been living in the city and going to school for so long. How am I going to, incorporate Indigenous knowledge and Indigenous methodologies into my research in a way that's going to make my people, my community, and my elders proud, while at the same time conforming to the university setting, to good science, so it's very difficult because on one hand you have the university and the people in your program in your department telling you that you have to follow certain guidelines. Unfortunately, we still are very much pulled towards the the good scientific research and the ways that this should be taking place in order to be like to be good research. But then there's a part of me also who wants to use, who wants to work at the community level, who wants to share my research with knowledge holders in my community and elders. And for me, research is, like a story or like art. It's something that's going to help preserve my culture. And it shouldn't be seen just as something that's going to give me a diploma and help me find a good job one day. For me, it's something that's going to hopefully that future students will look at, will read, will reference. So I wanted to, be reflective of EU culture and traditions and worldviews. So it's very difficult as a student to learn how to navigate these two worlds. And I actually just, wrote a proposal to my home community asking if I could have the chance to, share my ideas with elders and knowledge holders. Perhaps like some sort of retreat where I could,
listen to their experiences and listen to their stories so that I could somehow incorporate this in my own research. So as I say, it's very difficult to navigate these two worlds because oftentimes they're in conflict. So, how to reconcile the different worldviews and the different approaches to research and to, academic knowledge and so on and so forth. Pour plusieurs, en tout cas, ça semble clairement un défi d'essayer justement de réconcilier les systèmes de connaissances autochtones avec la pensée, le système de connaissances, le système de pensée scientifique. On a vu beaucoup de chercheurs, mais beaucoup de Premières Nations se sentir le poids de devoir quelque part inventer une approche un peu hybride où justement la pensée, les connaissances autochtones pourraient, si on veut, rencontrer l'approche scientifique tout en faisant pleinement sens. Alors, je ne sais pas si vous y arrivez, c'est un bon défi. Je pense que c'est loin d'être résolu comme question. Mais j'entends aussi dans votre présentation, c'est une espèce de... je résumerais ça comme une espèce de pression, d'une certaine façon, quand on est Première Nation, c'est comme si on ne pouvait faire de la recherche qu'à partir d'une posture Première Nation. Alors, y a-t-il une posture Première Nation pour faire de la recherche et si oui, qu'est-ce que ça suppose? Ça serait une dernière question et à Cindy et à Jedidat. Et moi, je serais tentée de dire que oui, il y a une posture Première Nation. Dans mon cas, c'était hyper important d'apporter cet aspect-là. Puis en fait, c'est parce que j'essaie de comprendre en quoi les femmes Premières Nations ne cadrent pas dans le système de justice de façon générale, qu'elles aboutissent à être surreprésentées partout, mais notamment au niveau carcéral. Fait que pour moi, c'est sûr que le postulat Première Nation fait tout son sens. Puis j'essaie vraiment de me guider moi-même dans ma recherche par rapport à ça. T'sais. Mais il y a un irritant que je trouve, en tout cas dans mon domaine de recherche, c'est qu'il n'y a pas assez de littérature autochtone. Ça, c'est vraiment pour moi un manque. Il y en a de plus en plus, heureusement, là, notamment en méthodologie, sur les épistémologies aussi autochtones et tout ça, c'est bien heureux, mais moi, c'était mes premières références qui me manquaient, que je cherchais beaucoup en début de parcours. Donc... Oui, vous vous retrouvez un peu avec un rôle de pionnière, bien que, évidemment, vous n'êtes pas seul à essayer de défricher. Reste que ça ne fait qu'une ou deux décennies que l'on cherche peut-être à définir d'autres approches. De votre côté, Jedidat? Well, what I find difficult is, in the literature and political science, you have kind of a dichotomy, on one hand, you have Indigenous political scientists and Indigenous scholars who, advocate for decolonization and resurgence and who put forth these notions that in order to be an authentic Indigenous researcher and scholar, you have to somehow, turn your back on the state and turn your back on the university and go back to your homeland and, speak your traditional language and eat your traditional foods, and that this is how research should take place, because any other way is, assimilation and is just propagating racism and, oppression. And then you have, these non-Indigenous political scientists, on the other hand, who are very interested in debating, notions of sovereignty and nation building and, what it is to have self-government and self-determination and, caught up in all like this terminology and federalism and the Constitution and law. So I kind of feel like I'm being constantly pulled, so how do I do research in a way that doesn't propagate, colonialism, that doesn't propagate racism and, white supremacy or Eurocentric ideas. But on the other hand, how do I, kind of like what I was saying earlier, how do I, conform and how do I help Indigenous groups and Indigenous communities also advance the socioeconomic situation in their communities and be more on the practical level, how does my research, contribute to the more practical everyday, what's going on every day. So
yeah, it's difficult. It's finding the balance between the two. C'est tout un défi, puis effectivement, de trouver cet équilibre. C'est un peu comme si j'avais l'impression qu'on avait une pression plus grande comme Première Nation aussi pour avoir une sorte de pertinence dans les problématiques de recherche que l'on va adopter. Écoutez, vous êtes probablement comme moi, vous les auriez écoutés encore bien longtemps. Merci infiniment. Cindy Ware, Jedidat Matouche, je suis certain que nous continuerons de vous voir sur différentes tribunes. Si vous souhaitez les entendre davantage, elles ont toutes deux participé à titre d'ambassadrice dans les différentes capsules que vous pourrez aller réécouter sur le site du forum. Elles en disent davantage sur les différents obstacles, les défis qui se posent sur le chemin des Premières Nations et des Inuits qui entament ce chemin dans les institutions universitaires et qui y arrivent des fois avec acharnement, mais aussi on sait qu'il y a quand même une proportion d'étudiants qui baissent les bras. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Beaucoup d'universités, d'ailleurs, ont déployé des mesures. Beaucoup de professeurs cherchent à faire en sorte que les étudiants autochtones puissent trouver leur pleine place. D'ailleurs, parmi ces professeurs, nous en avons qui sont avec nous aujourd'hui comme panélistes. Alors, bien sûr, Cindy et Jedidat, si vous le pouvez, rester avec nous pour la suite des échanges. Nous avons comme première invitée, elle n'est pas professeure à l'université, mais sincèrement, elle mériterait certainement un honoris causa après tant d'années d'expérience dans différentes positions. Il s'agit de Mélissa Saganache. Bonjour, Madame Saganache. Elle est directrice des relations CRI Québec au Grand Conseil des CRI, et ce depuis plusieurs années. Merci d'être avec nous. Notre seconde invitée, Madame Carole Lévesque, professeure responsable de l'Alliance Audenar, responsable du réseau Dialogue que vous connaissez très certainement, membre de l'unité mixte de recherche INRS UQAT en études autochtones de l'INRS également. Donc, merci Carole de partager également du temps avec nous aujourd'hui. Notre troisième invité, Francis Véropol, chef des relations avec les Premières Nations au Centre des Premières Nations Nikanté de l'UQAC. Kwekwe Francis, merci d'être là également. Et enfin, Véronique Paul, professeure à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation. Bonjour Véronique, merci aussi d'être là. Alors, vous voyez comment on a voulu densifier cette heure avec 4 intervenants de qualité. Puis, je vais avoir envie tout de suite de passer la parole peut-être à Mélissa, puis peut-être en te posant la question comment t'interpellent d'une part les propos de Cindy et Jedidat au sujet du processus en milieu de la recherche, puis de votre côté, du côté de la Nation CRI, qu'est-ce que vous observez du côté de ces étudiants qui poursuivent? Quelle rétroaction recevez-vous de ces étudiants qui poursuivent cette démarche? Mélissa. Morning, thank you very much. Bonjour. Oui. Yeah, I think that the words from Jedidat they're very clear in that there is a duality that exists for not only researchers, but for or not only students, but for community members who navigate within their communities, who leave their community to go to the south or elsewhere. So there's always a duality of how do we incorporate our traditional knowledge, our way of life, our culture, traditions, in a world that is a little, that is different from ours, but it matches. We can make them match. And we have been making them match. So how do we continue that? How do we work with that? And so the presentation that I'll have for you today, or it's not a presentation, but a discussion that I'll have with you today, is I'm part of the Institut Nordique du Québec. I'm in the First Peoples working group of the Institut Nordique du Québec. And at the INQ, we've developed a research guideline for researchers who are interested in the North and research north of the 49th parallel.
Just to give you a bit of background, it's officially inaugurated in the fall of 2014. And it includes Université Laval, McGill, Institut National de la Recherche Scientifique, and of course in collaboration with the public and private sectors. Over the years, there's been interest, but also awareness and a much higher awareness growing within the scientific community that Northern research expertise and leaders should promote better collaboration. This is just something that is basic. And so today, INQ, with what's been created, it can reach up to 215 Northern researchers who are all participants in the group, who aim to work towards ethical, sustainable, and harmonious research development in the North. For the INQ, the vision is to integrate scientific knowledge with local communities and Indigenous knowledge. We have our own experts. They might not have a bachelor's or a master's or a PhD, but they are experts in their own right. And their knowledge is what has sustained us for hundreds and hundreds of years. So of course, we partnered with public and private sectors, wanting to develop the Canadian Arctic and Northern Quebec. But this needs to be done in respect of what the community might want. Research priorities of the INQ, they go from societies and culture, health, ecosystem functioning and environmental protection, infrastructure and technology, and of course, natural resources. And for the objectives of the INQ, they are to support Indigenous communities as they request, and not the other way around. It's what the Indigenous communities might request. And this is where the INQ can come in and assist the community. It could be for political, economic, or social development, and they can provide resources as the community may need. The participation in international discussions on Northern and Arctic issues. There's a wealth of expertise at the INQ, and so there's always somebody who could be contributing to this. Contribute also where possible to the development of impact assessments, adaptation strategies and policies for in the North. Assist researchers in establishing coordinated access to land. I think this is an important one, and this is what we're going to touch upon in my discussion here. Increase and update knowledge and observations where possible, provide guidance and adaptation to the next generation of researchers. We can always do better, and so the intention is always to find better practices and better ways of making collaboration healthier and more positive and beneficial, of course, to the community. And it could also provide decision makers with the knowledge and expertise necessary. And within the INQ, there's a number of subgroups or working groups. There's the education and training group, infrastructure. There's one on new and renewable energies. There's one on research priorities, sustainable development. And the one that I'm part of is the First Peoples working group. So in our First Peoples working group, we have representation from the northern nations, northern communities of Quebec. So we have Serge Assini-Goupil from the Innu Nation. There's Ellen Navarre, who's representing the Inuit. Glenda Sandy, and I think I saw Glenda sign in a bit earlier. She's representing the Naskapi Nation, and myself for USG. So the objectives of our working group, some of them, and one of them is what will be shared with you today. It's to develop a guide for best practices in Northern research, and to organize a forum to identify research needs of Indigenous peoples and develop a list of specific needs which will serve as a cornerstone for future INQ research. The forum to identify research needs, I see the message from the interpreter. Thank you, I will. Developing a guide for, or organizing a forum to identify research needs of Indigenous peoples. This is something that is kind of turning on its head a bit. Very oftentimes, researchers come in with what their agenda is, but the community might have some research priority needs. And so this is an interesting forum also that took place. Other contributions that the First Peoples Working Group have had is a collaboration with the Research Ethics Committee of Université Laval, collaboration for the creation of ATIC, it's a Northern and Arctic Studies portal, and a report on Indigenous knowledge workshop that was held back in 2009 in Ojibwe and USG. The documents that I mentioned or the reports that I mentioned are all available on the INQ website.
you can research there. There's lots of good information and resources that you can access. The traditional forum, traditional knowledge forum that we held in 2019 in Ujibogemu was a collection of researchers and community members that we put together for 2 days in a room to invite and to share and what are their experiences of research in the North. And the perspective was from the local community members and the researchers coming from the South. So what are their experiences? What are the contributions that have made that relationship better, easier, more beneficial, more positive, more collaborative? And so it was, and so the discussion took place over the course of 2 days, and how do we increase participation and inclusion of Indigenous communities, their knowledge in the research projects which exist or which are coming to the territory. But before they go to the territory, there is a research guideline that was developed by the First Peoples Working Group. And this is helpful to assist researchers and academia in an ethical approach to working with First Nation and Inuit communities. And to go back on that research guideline, it stemmed from a forum that we held back in 2017. It's a conference that we organized in collaboration with the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. We had representation from the Innu, the Inuit, the Niskapi, the Cree, Anishinaabe, Atikamekw. All nations have participated in the event. That together, this is what they developed. So it was a guide for good practice of scientific research north of the 49th parallel. Now, evidently, the document is meant to evolve or be adapted to match the reality and needs of a host community or nation or people, because it changes. We're an ever-changing society. Our realities change, and some of it doesn't. Some of it is just the way we are, and this is how it is. But some practices may be adapted to reflect each nation. And the inclusion of Indigenous communities at the very start of any initiative, research initiative, this is essential and it's paramount to building that healthy collaboration. And this is even before an application for research grants is submitted. They need to be aware of what's happening. And so this is what we're trying to transmit to researchers coming to the territory. Is the community aware of your research plans? Does the research on your subject already exist, perhaps? Is there data on it? Is it something that you're going to ask a community member or a nation the same question that they've been asked hundreds of times? Is what you're looking to research, is this something that the community truly wants to participate in? And so, and how do you include traditional knowledge while respecting the limits of some sensitive information or data that the community might hold or the knowledge keepers might hold? So there's a limit there that also needs to be respected. There's for my nation, I know that we're open to sharing. I'll speak for my nation, but we're open to sharing. But I know that there's some things that are not meant to be shared. They're meant to be passed down to your family. And so there's a sensitivity issue that also comes into play that we need to be very mindful and respectful of. And all of this, of course, is in line with UNDRIP's Article 31. Indigenous peoples have the right to maintain, to control, to protect, and develop their cultural heritage, traditional knowledge, traditional cultural expressions, and as well as the manifestation of their sciences, technologies, and cultures. And I like this because we are scientists, and we are engineers, and we're cooks, and we're very, very integrated into the territories. And this is, again, what sustained us for hundreds and hundreds of years. A guideline like this one also, it follows recommendations from the 1996 Royal Commission on Aboriginal Peoples report, so the RCAP. And in there's also a section on research principles and how to conduct best practices with Indigenous communities and people. And some principles actually for good ethical research.
There's fundamental values that need to be respected and taken into consideration. So respect, of course, equity, reciprocity, equality, transparency. And the practice also of when you finish your research and you're submitting your report, that there is something that you're leaving behind with the community as well. So they have access to what you've just taken from the community in terms of information and knowledge. This is all information that is helpful for our nations as well. Community engagement, of course, is not possible if these principles are not at the core of the initiatives. Honesty, openness, patience, willing to listen, and humility, they become very key ingredients to making this happen. And of course, community engagement doesn't end when research begins. Very much on the contrary, community collaboration should be built in throughout any research initiative. Transfer of skills between researchers and community members. And you'll notice that I'm not saying transfer of skills from researchers to community, but transfer of skills between researchers and community members. This is important. This is an important nuance. Developing the employability of local members through hiring and training. It could be access to the territory. Somebody might need a guide. Don't just go out there with the GPS. Bring a guide with you. Bring a local guide. Implementing permanent tools that might benefit the community. If there's a weather station that you're bringing up for your project, leave it behind. It's stuff that is going to be useful for the community. And of course, the purchase of local goods and services whenever possible. Try to avoid coming in with your kitchen and your lodging. We have all of that. We have services. We have people who are extremely good at receiving guests and do have the equipment that you might need. And of course, minimizing ecological footprints in the territory. And this is why it's a good idea to have people with you. Je ferme, Alexandre. So there are a number of guides or practices, of course, that have been developed over the years. This is just one of many that we hope is useful to assist researchers interested in our territories. They are vast, they are diverse, they are rich in history, culture, and resources, and just as the people who occupy the lands. And so I hope this is helpful and useful. Sami Gotch. Merci infiniment, Mélissa. Sincèrement, c'est difficile de vous interrompre tant vous avez réussi à survoler de nombreux sujets d'importance. J'ai l'impression que vous allez générer du trafic Internet sur le site de l'INQ. Des gens voudront aller downloader ce guide des meilleures pratiques de recherche chez les peuples autochtones au nord du 49e. Il existe plusieurs outils développés dans les dernières années, mais celui-là, donc, en est un qui est digne de mention. Merci beaucoup, Mélissa, pour ce vaste survol des différents enjeux. J'aurais d'emblée envie de passer la parole à Carole qui démute en même temps que je désigne. Alors, Carole, à vous la parole. Merci, Alexandre. Bonjour, Kwe. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager une idée extrêmement inspirante qui est la création de l'UMR, de l'unité mixte de recherche INRS U4 en études autochtones. Alors, mon propos n'est pas un propos individuel, hein, c'est le propos de toute une équipe de 10-12 personnes. C'est donc un propos qui a déjà été partagé, qui a déjà été discuté. Alors, je suis le véhicule aujourd'hui qui permet de vous en livrer quelques composantes, quelques dimensions. Alors, au printemps dernier, 2021, l'INRS a annoncé la création de 5 UMR à travers la province. Et la première à prendre forme, la première de ces UMR est celle qui associe l'INRS à l'U4 dans le dossier des études autochtones. Cette UMR en milieu universitaire est quand même une première au Québec. Il existe quand même des UMR dans d'autres domaines, mais généralement, les liens sont avec l'industrie ou d'autres partenaires extérieurs à l'université. Dans ce cas-ci, l'UMR INRS U4 en études autochtones
propose d'unir des forces déjà reconnues, celle de l'UQAT dans son engagement à l'égard de l'enseignement des étudiants autochtones depuis quand même plusieurs décennies, et celle de l'INRS, qui est un des maillons forts de la recherche au Québec, et notamment d'une recherche qui se fait avec les Autochtones depuis plus de 25 ans à travers les activités du réseau Dialogue. En fait, cette UMR se situe carrément au carrefour des savoirs scientifiques et des savoirs autochtones. C'est sans doute là la première distinction, particularité de cette UMR. Il ne s'agit pas d'ajouter les savoirs autochtones aux savoirs scientifiques. Il s'agit de créer des socles, des ancrages forts dès le début, où les savoirs scientifiques et les savoirs autochtones peuvent se rejoindre, hein, peuvent créer ensemble de nouvelles connaissances qui reflèteront la visée de justice sociale, de reconnaissance des peuples autochtones, de leurs héritages et surtout de leur participation au patrimoine culturel de l'humanité. Alors, l'objectif premier de l'UMR est bien de transformer la manière de travailler dans l'enseignement, dans la recherche, comme je le disais, dans la continuité de ce que nous avons déjà fait réciproquement, mais également de manière à innover dans les pratiques, dans les façons d'enseigner, de favoriser, par exemple, des enseignements collégiaux, dans le sens où plusieurs personnes pourraient participer aux enseignements et également aux apprentissages, de faire de l'action de recherche, de l'action d'enseigner des cheminements collectifs. Hein. L'UMR est déjà une manifestation collective en deux institutions académiques, mais elle veut être aussi une initiative collective dans l'enseignement, dans la formation, pour un peu contrer ces défis, ces limites que rencontrent les étudiants autochtones, les étudiantes autochtones et même non autochtones, pour faire en sorte que l'on puisse reconnaître, comme l'ont souligné mes collègues à l'instant, que ce soit les personnes en doctorat ou Mélissa, l'importance de reconnaître des méthodologies, des pratiques, des épistémologies même qui sont différentes, l'objectif étant de les consolider en elles-mêmes, mais aussi de trouver les avenues d'une rencontre pour que le dialogue puisse s'établir et se poursuivre, mais aussi pour que la réconciliation, telle qu'on l'entend, de différentes manières bien sûr, mais telle qu'on l'entend à l'UMR, ne soit pas un vœu pieux, que ça soit réellement ancré dans les pratiques, dans les façons de faire. Déjà, l'équipe qui a travaillé à la constitution de cette UMR réunit à la fois des chercheurs et des personnalités, acteurs, actrices du monde autochtone. Ce n'est pas un comité qui nous accompagne, ce sont des personnes qui participent et partagent avec nous les orientations et les visées de cette UMR. Donc, déjà à ce niveau, il ne s'agit pas d'exclure, mais bien d'inclure autour d'un projet mobilisateur, d'un projet rassembleur. De manière un peu plus formelle, je pourrais vous lire rapidement les 4 principaux objectifs que vise cette UMR sur le plan social. Bien sûr, participer au rapprochement intellectuel, interinstitutionnel, multidisciplinaire, au sein desquels les voix et les savoirs autochtones pourront s'exprimer et être entendus.
miser sur l'apport autochtone à la formation. Je parlais des équipes polyvalentes, multidisciplinaires, qui regroupent des chercheurs, des détenteurs, détentrices de connaissances. Et quand on dit chercheurs maintenant à l'UMR, il y a quand même 2 chercheurs autochtones en milieu universitaire. Il y a d'autres personnes qui vont se joindre à l'équipe de l'UMR tranquillement. Donc, chercheurs n'excluent pas le monde autochtone, au contraire, maintenant. Les chercheurs autochtones, il y en a très peu au Québec. Il faut absolument en avoir davantage. Mais dans l'UMR, sur 10 personnes qui forment le comité, il y a quand même des chercheurs autochtones, professeurs d'université, ce qui fait qu'on a une bonne moyenne par rapport au nombre de chercheurs autochtones, professeurs universitaires actuellement. Donc, miser sur l'apport autochtone à la recherche universitaire, à la formation, mettre de l'avant, un peu comme Mélissa le soulignait, des pratiques éthiques qui nous obligent à revoir des paramètres ou des acquis qui sont trop souvent dupliqués pour le bénéfice de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette UMR. Alors, il faut que de nouvelles pratiques davantage éthiques se mettent en place. Faire en sorte également que l'arrimage soit fait entre formation avancée, production scientifique, défis et enjeux sociétaux, défis environnementaux, défis territoriaux. Ce n'est pas anodin, l'UMR INRS UQAP est localisée à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, une région qui est un carrefour de plusieurs nations autochtones, du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est, de l'est vers l'ouest. Val-d'Or est quand même une plaque tournante. Depuis longtemps, ça remonte à une 50aine d'années. Donc, l'UMR a une assise géographique, même si elle va être amenée à travailler à l'échelle du Québec et peut-être ailleurs aussi éventuellement. Donc, l'UMR vient confirmer le statut de l'UQAT, campus de Val-d'Or, comme pôle d'excellence en recherche autour des réalités autochtones, en générant une co-construction des savoirs qui vont profiter à l'ensemble du Québec. Ces acquis qui se développent au niveau de la recherche autochtone, ces révisions, ces innovations qui sont apportées en termes méthodologiques, en termes conceptuels, vont avoir des impacts non seulement à l'échelle des Premières Nations ou des Inuits, mais bien à l'échelle de l'ensemble du Québec, parce que le milieu universitaire a besoin d'être, je dirais, mis au défi de temps en temps pour actualiser ses pratiques, pour tenir compte davantage des réalités sociales, sociétales. Il y a un bagage énorme de connaissances scientifiques qui doivent être connues, mais qui doivent aussi être parfois actualisées à la lumière de ces nouveaux changements, de ces dispositions dont on parlait de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, une histoire qui remonte quand même, une histoire d'affirmation, je dirais, sur le plan des savoirs qui remonte quand même à plusieurs décennies. Je vois Alexandre qui tente peut-être de me faire un petit signe. Je peux arrêter là si c'est nécessaire. Je peux continuer. Le mot de la fin, voilà, une nouvelle structure universitaire, interuniversitaire, qui, je l'espère, va porter les idéaux de 2 universités, mais aussi d'une région et de plusieurs regroupements autochtones. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Carole. C'est toujours un plaisir. On a mis d'ailleurs dans le chat le lien là, qui mène vers cette UMR, cette unité mixte de recherche.
qui se veut être finalement un lieu de rencontre entre humains, mais entre systèmes de connaissances aussi. Alors, vraiment, on va suivre de près vos travaux. Merci beaucoup pour ce partage. Il nous reste encore deux intervenants, Francis Véropol, Véronique Paul, je ne sais pas qui de vous deux souhaiterait. Francis, on vous écoute. Tenshukumten Alexandre, Koué Cassino, bonjour tout le monde. Je suis Pequagami Ilnuts, donc je viens de la communauté Ilnou de Machet, c'est une communauté au lac Saint-Jean. Puis pourquoi je le mentionne? Parce que bien sûr, dans un premier temps, très, très fier de mes origines, mais également fier également de porter une voix VOIX au niveau de l'enseignement supérieur, d'être dans une institution puis d'avoir un rôle stratégique. Donc, puis ça, je salue également l'engagement de l'UQAC d'avoir pu créer ce poste-là puis de mettre également d'avoir un engagement clair envers les communautés autochtones puis les Premières Nations. Puis tout ça, ça vient également rejoindre là, vraiment la thématique là, du panel d'aujourd'hui, donc la recherche par, pour et avec. Donc, le projet, l'initiative, l'engagement que je viens vous présenter aujourd'hui, en fait, ça fait suite à l'annonce qu'on a fait la semaine dernière à l'UQAC sur un partenariat entre Rio Tinto, la fondation de l'UQAC et l'UQAC pour la création d'une structure institutionnelle de recherche portant sur l'autochtonisation de l'enseignement supérieur à la hauteur de 1,5 million sur les 5 prochaines années. Donc, ça vient nous donner un levier là, vraiment, vraiment intéressant afin de justement créer cette structure-là de recherche pour l'autochtonisation de l'enseignement supérieur. Puis, moi, en fait, je suis arrivé à l'UQAC en janvier 2020. Puis, c'est pas mal le premier mandat, si on veut, ou vraiment le premier projet sur lequel j'ai pu débuter à travailler. Puis bien sûr, au même titre que Mme Lévesque le mentionnait tantôt, c'est moi qui présente aujourd'hui, mais c'est un travail d'équipe. Plusieurs collègues à l'interne avec qui j'ai pu travailler sur ce projet-là. Donc, c'est moi qui ai la voix aujourd'hui, mais je tiens à le mentionner, c'est vraiment un travail d'équipe avec plusieurs collègues à l'UQAC. Puis, pourquoi je trouve que ça vient directement rejoindre la thématique? Mais dans un premier temps, c'est que, étant moi-même, comme je le disais, Pequagami Ilnuts, donc autochtone, Première Nation, j'étais un des porteurs de ce projet-là. Lorsque l'idée de ce projet-là a commencé, les discussions et tout ça, j'étais à la table, puis je trouvais que le projet m'interpellait beaucoup parce que je trouvais que c'était novateur, puis que ça allait certainement répondre là, aux besoins, puis aux enjeux et aux réalités des communautés, puis des partenaires autochtones. Donc, par la suite, dans la dernière année, on a beaucoup travaillé au niveau de ce partenariat-là qu'on a annoncé la semaine dernière. Mais principalement, je viens vous présenter également ce qui va s'en suivre, en fait, là, au niveau de cette structure de recherche-là, qui va devenir éventuellement une chaire de recherche sur l'autochtonisation de l'enseignement supérieur. En fait, la principale caractéristique là, de toute cette action-là, de cette initiative-là, c'est vraiment de vouloir impliquer les Premières Nations, les communautés, les partenaires autochtones dans le processus. Là, dès le début du processus, en fait, à chaque étape, ça vient rejoindre un peu les propos que j'entendais tantôt de tous les intervenants qui ont parlé avant moi. Tout est à bâtir, en fait. Nous, on arrive avec le levier à l'UQAC pour mettre en place cette structure-là, mais on veut bâtir avec les communautés, avec les partenaires autochtones. Donc, que ce soit la structure de gouvernance, l'identification des besoins, des enjeux de recherche, l'implication des communautés
les ressources, tout est à travailler, puis tout est à bâtir, comme je le disais, avec les Premières Nations. Puis, juste un exemple par rapport à ce projet-là. Pour l'instant, on parle d'autochtonisation de l'enseignement supérieur, mais au niveau de la chaire, on n'a même pas voulu lui donner un titre, en fait, parce que justement, c'est quelque chose qu'on veut travailler avec les partenaires, avec les communautés autochtones pour trouver un titre qui va rassembler, puis qui va être porteur, puis qui va être une fierté pour nous tous. Donc, c'est tout ce qui est à venir, c'est ça, c'est qu'on démarre toutes les actions prochainement avec et tout sera à discuter et à bâtir avec les communautés autochtones. Puis à l'intérieur de ça, on peut voir également quelque chose de vraiment intéressant là, pour toutes les parties prenantes. C'est au niveau des axes de recherche. En fait, les axes de recherche pourront être, disons, indépendants les unes des autres, dans le sens que, par exemple, il pourrait y avoir un axe de recherche avec une communauté, par exemple, Innu de la Côte-Nord, qui a identifié un enjeu de recherche en santé. Puis, de l'autre côté, on est en discussion, on pourrait être en discussion avec, par exemple, une communauté Atikamekw qui, eux, pourraient identifier un enjeu de recherche là, en éducation. Donc, ce serait des projets de recherche qui seraient indépendants, puis qui seraient menés. Puis nous, dans le fond, on s'engage là, à l'UQAC de mettre en place les ressources, les outils nécessaires afin de répondre à ces besoins-là, puis d'accompagner également les communautés, puis de travailler également avec les communautés afin justement de répondre à ces enjeux et besoins qui seront identifiés par les communautés. Donc, quelques objectifs là, de cette chaire-là, de cette structure de recherche-là, en fait, comme le titre un peu le dit, donc l'autochtonisation de l'enseignement supérieur, donc de développer, de changer les façons de faire afin d'être plus ancré aux besoins et aux réalités des Premières Nations. Également, d'accroître la relève de chercheurs autochtones, comme le mentionnait Mme Weil tantôt. Je pense que c'est vraiment inspirant de voir Mme Weil puis Mme Matouche également pour nous tous. Bien sûr, comme tu disais, Alexandre, des pionnières, mais de voir tous ces futurs doctorantes-là, puis peut-être futurs professeurs autochtones, qui est également un objectif de notre structure de recherche, c'est éventuellement de former des professeurs autochtones, des professeurs issus des Premières Nations qui pourront travailler à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis dans tout ça également, il y a de continuer à développer puis de renforcer nos liens avec les Premières Nations afin d'enrichir la communauté universitaire là, de toute cette richesse culturelle, puis, mais également pour la société. Puis on espère également de pouvoir encourager la poursuite aux études supérieures pour les étudiants autochtones. Donc, il y aura un important programme de bourse, par exemple, qui sera mis en place là, pour les études supérieures, puis au niveau d'encourager également, comme je le disais, la recherche qui sera menée par des chercheurs autochtones. Donc, c'est vraiment, vraiment inspirant, c'est vraiment un beau projet là, sur lequel l'UQAC s'est engagé. Donc, c'est un peu ce que je venais vous présenter aujourd'hui. Je vois le temps filer, là, donc je vais m'arrêter là, mais c'est cet engagement là, que je venais vous partager aujourd'hui, en fait. Merci beaucoup, Francis, et vraiment toutes nos félicitations là, pour ce projet en construction. D'ailleurs, parlant de construction, j'ai l'impression que parmi les éléments clés, là, si on veut les clés de la réussite, la co-construction semble vraiment être un élément d'importance. On le voit à travers les initiatives, par exemple, de l'INQ ou de l'UMR.
Donc, et d'impliquer très en amont les Premières Nations et les Inuits dans toutes les démarches décisionnelles là, qui vont amener à la création d'une nouvelle initiative, de nouveaux projets. Puis Francis, je me permets aussi de rappeler, de parler de la gouvernance, de la codéfinition des problématiques de recherche et de l'implication des communautés. Alors, en tout cas, ça me semble être des éléments clés là, qui reviennent souvent parmi les gens qui travaillent depuis de nombreuses années avec les Premières Nations et les Inuits. Il nous reste une dernière intervention, et non la moindre, Véronique Paul. Donc, vous avez de votre côté aussi une initiative là, que vous allez nous présenter. On vous écoute attentivement. Oui, merci beaucoup. Donc, l'initiative dont je viens vous parler répond beaucoup, en fait, tout ce qui a été dit fait écho. L'idée de Mme Sakanash qui nous disait que la vision des communautés, que c'est les chercheurs viennent sans redonner. Moi, je suis agente de recherche depuis 2009 et j'ai entrepris ma thèse de doctorat en sachant, donc, que je faisais déjà du travail avec les communautés inuites depuis 6-7 ans et connaissant cette vision-là, c'était tellement quelque chose que je voulais éviter de faire. J'avais l'espèce de sentiment qu'il fallait, comme Jedidat le disait, que ce soit utile à la communauté en tant que chercheur non autochtone. Comment faire pour faire une recherche qui fait sens et qui permet un retour aux communautés. Donc, pour faire vite, depuis 2009, comme agente de recherche, je travaille à l'URVDEMA, donc unité de recherche, formation, développement et éducation en milieu autochtone. Et l'idée de cette recherche historique-là que j'ai menée vient donc des communautés. Je travaille dans les écoles avec des collègues inuits qui disaient on voudrait mieux connaître l'histoire de notre éducation. On n'est pas passé par les pensionnats. On a complètement autre chose. Et les deux communautés avec lesquelles je travaille ont la formation des maîtres avec l'U4 plutôt qu'avec McGill. Donc, d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on enseigne jusqu'en 3e année en Inuktitut? Comment ces choix-là ont été faits? Donc, des questions que les profs des écoles se posaient en voyant les gens qui avaient construit ce système scolaire-là entre 1950 et aujourd'hui, devenir de plus en plus âgés et donc des savoirs qui étaient après se perdre. Donc, j'ai entrepris la recherche dans cette optique-là. La recherche a été réalisée grâce à des entrevues avec 14 aînés des communautés qui ont travaillé à construire un système d'éducation très culturellement et linguistiquement répondant à leurs besoins, donc en Inuktitut avec des cours de culture intégrés. Et donc, la recherche, grâce à la collaboration et à mes contacts, la recherche doctorale s'est terminée à Noël. Ça vient tout juste de se terminer et on se retrouve avec un beau travail doctoral de 300 pages en français, alors que ce sont des communautés anglophones majoritairement. Donc, mon projet s'appelle « Partage de savoir au sein des communautés inuites » et j'espère que c'est le premier de plusieurs. L'idée étant de prendre la thèse et d'en faire quelque chose d'utile et compréhensible pour les membres des communautés. Donc, on parle d'une traduction en Inuktitut, de la création donc de fascicules ou de matériel pédagogique dans les écoles et de peut-être aussi capsules vidéo. Donc, tout ça est après s'organiser. On aura notre rencontre en octobre pour décider des choix éditoriaux qui se feront. Mais on a déjà donc les traducteurs là, qui vont mettre la main à la pâte là, pour s'assurer qu'il y a une transmission qui se fait donc en Inuktitut des savoirs qui ont été récoltés à partir des entrevues. Donc, ça ressemble à ça. On a réussi à faire ça parce que je travaille avec Tukisivi Valirutitit Sanut Parnaitit, qui est une organisation communautaire inuit
qui travaille depuis 1979 au Nord, qui est formé de gens issus du milieu de l'éducation et qui sont majoritairement des Inuits. Donc, avec eux, on est allé chercher du financement de Plan Nord. Et donc, le projet est bien parti là, pour la suite et j'ai bien hâte de voir les résultats qui vont en découler. Donc, j'ai fait court. On avait dépassé le temps. J'ai essayé de respecter mon petit... C'est très apprécié. Merci beaucoup, Mme Paul. Franchement, je pense que vous avez aussi amené un autre élément qui avait été soulevé par Mélissa, mais toute l'importance de rendre les résultats de recherche aux communautés. Alors, souvent, il avait été reproché aux chercheurs de venir, de récolter l'information sur le terrain, souvent de manière orale, et de revenir déposer une thèse de doctorat. Vous en conviendrez, c'est parfois indigeste pour quelqu'un qui est peu familier avec le milieu de la recherche. Alors, d'où l'importance pour plusieurs de trouver différents mécanismes par lesquels on peut traduire et rendre, idéalement, par l'oralité, ces résultats de recherche. Alors, en tout cas, merci et bonne chance pour la suite. Merci, bien sûr, à l'ensemble des intervenants qui sont venus aujourd'hui partager. Cindy Wild, Jedidat Matouche, bonne chance également dans la poursuite de vos études. On a bien hâte de vous entendre à nouveau. Mélissa Saganache, à l'INQ, félicitations aussi. Je pense que l'INQ a fait ses marques comme institution en tout ce qui concerne les régions nordiques au Québec. Merci beaucoup, Carole Lévesque, également d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai hâte de voir également du côté de l'UMR, cette nouvelle UMR naissante. On vous réinvitera certainement, j'espère, dans l'an prochain ou dans 2 ans, voir qu'est-ce qui sera né de toutes ces belles initiatives. Merci, Francis Véropol également. Bonne chance pour cette nouvelle chaire à venir et on est impatient de connaître le nom que vous aurez finalement choisi. Alors, merci évidemment aussi à vous tous. Ce n'est pas fini. Donc, comme on le mentionnait, puis on est loin d'avoir soulevé l'ensemble des enjeux et problématiques là, qui touchent cette idée de faire de la recherche par, pour et avec les peuples autochtones. Vous le savez très probablement, on pourrait décliner ça de multiples façons, de soulever aussi les défis qui se trouvent sur le chemin d'une pleine co-construction de la recherche. C'est ce pourquoi d'ailleurs on avait envie de vous inviter à en discuter en groupe plus petit. Merci et bons échanges en sous-groupe.